Bonjour, bonjour à tous et merci d'être à nouveau nombreux à être présents à ces présentations qui se font dans le cadre du printemps du microbiote. Donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir une présentation qui va être réalisée par le professeur Guy Gorochoff, hein, qui est directeur du département d'immunologie au GHU Pitié-Salpêtrière, qui est également donc co-directeur du CIMI et qui s'intéresse depuis de très nombreuses années au rôle des IgA et l'interaction avec le microbiote intestinal et donc qui va nous donner aujourd'hui sa vision du rôle du déficit en IgA dans la dysbiose associée à l'immunopathologie. Un grand merci Guy et je te laisse la parole. Un petit mot juste avant de laisser la parole à Guy pour vous dire que en fin de présentation, vous aurez un petit sondage de satisfaction. Et on vous remercie de le remplir, c'est important pour nous. Et de vous dire aussi que nous aurons, après la présentation, toute une session de questions et de réponses. Donc, vous pouvez les écrire dans le QNR ou dans le chat et nous en serons les porte-parole avec Nathalie. Euh, et cette fois-ci, je me tais. Tout de suite. Merci à vous deux. Oui, donc, en fait, ça fait pas de si nombreuses années qu'on s'intéresse à ça, au rôle des IgA. Et justement, je vais vous parler de ce qu'on sait depuis assez peu de temps, justement, sur le rôle des anticorps IgA dans la régulation du microbiote. Parce que jusqu'à il y a simplement quelques années, euh, je dirais 5-6 ans, euh, le rôle de cet anticorps pourtant euh, très, très dominant à l'échelle du corps entier, parce que c'est l'anticorps qui est le plus produit par l'être humain. On a 5 grammes par jour d'anticorps IgA qui sont évacués dans les selles. Son rôle était mal connu. C'est son rôle physiologique dans la régulation du microbiote, qui maintenant est sans doute apparaît beaucoup plus évident à beaucoup de chercheurs, était mal connu et on avait la notion d'un anticorps qui servait à la défense, je vais vous expliquer, mais pas tellement un régulateur et quelque chose qui peut intervenir dans la régulation ou prévenir la dysbiose. Donc, le, l'IgA, c'est un anticorps qui existe sous deux formes. Il y a deux isotypes. Vous voyez, IgA1, IgA2. Si vous vous souvenez de vos cours d'immunologie, pour ceux qui ont eu des cours d'immunologie, il y a donc deux isotypes chez l'homme, avec IgA1 qui est plutôt présent dans le sang, IgA2 qui est plutôt présent dans les sécrétions, la salive, les larmes, les sécrétions digestives. Ce qui n'est pas le cas dans toutes les espèces. Chez la souris, il y a un seul isotype d'IgA. Euh, il y a d'autres espèces, comme le lapin, où il y a beaucoup plus d'isotypes d'IgA. On ne peut pas vraiment expliquer ces différences-là entre espèces. Euh, on sait que l'IgA2 serait un peu plus résistante que l'IgA1. Vous voyez elle a une grande jonction, l'IgA1, qui la rend possiblement plus susceptible à la protéolyse. Et puis surtout, ce qui est important à retenir, c'est que ce qui est très particulier, c'est qu'il y a des formes dimériques d'IgA, voire multimériques. Ici, vous avez un tétramère d'IgA, vous voyez, où les anticorps sont attachés de manière covalente, ce qui confère évidemment à cet anticorps sous forme multimérique non seulement une bonne affinité, mais surtout une grande avidité, c'est-à-dire qu'il est capable d'attraper un antigène avec plusieurs pattes et d'y rester accroché longtemps. Euh, et surtout, il faut bien faire la distinction entre l'IgA monomérique, telle qu'on la trouve dans le sérum, comme une IgG, et l'IgA sécrétoire, qu'on trouve uniquement dans les liquides biologiques, dans les sécrétions, et qui est amené depuis les espaces sous épithéliaux, donc des plasmocytes sécréteurs d'IgA qui habitent
dans le tube digestif et qui sécrètent du côté basal leur dimère, qui est capté par un récepteur qu'on appelle le polyimmunoglobulin receptor, PIG receptor, qui capte spécifiquement les anticorps multimériques. Et ce récepteur transporte l'IgA à travers la cellule et le récepteur est clivé de manière à relâcher du côté luminal, donc dans la lumière digestive, le complexe, avec ce qui reste du récepteur attaché au dimère, et ce qui reste du récepteur en rouge, vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle la pièce sécrétoire qui joue un rôle joue de multiples rôles. Favorise l'attachement de l'IgA au mucus, à certaines cellules, protège le complexe de la dégradation euh, et confère donc une meilleure stabilité, une meilleure efficacité à l'anticorps qu'on trouve dans les sécrétions. Donc, au niveau des larmes, au niveau des voies respiratoires, dans l'intestin, euh, au niveau de l'épithélium, parce que ces anticorps sont piégés dans le mucus et servent de point d'arrêt, notamment pour certaines bactéries, aussi au niveau des muqueuses génitales. Donc il y a ces dimères, mais comme je vous l'ai dit, c'est des multimères. Ici, vous voyez que c'est un cristal réalisé, donc c'est vraiment une molécule, c'est pas un modèle, c'est un cristal qui a été observé de complexes d'IgA. Ici, vous avez 5 IgA, donc c'est un pentamère, vous voyez, d'IgA. On a juste les parties constantes de l'IgA, donc les domaines FC des IgA, qui sont cristallisés ici pour avoir plus de facilité à obtenir un cristal, pour que ce soit plus facile et plus stable. Sous un autre angle, vous voyez le plan de ces tétramères avec la pièce sécrétoire qui en diagonale ou qui darde au-dessus du plan des anticorps. Donc des anticorps très particuliers qui se retrouvent uniquement dans les liquides biologiques et qui vont jouer un rôle assez particulier. Donc, je vous disais en introduction que en fait, on, on a maintenant un regard tout à fait différent sur ces anticorps. Et alors que, quand moi j'ai fait mes études, par exemple, on vivait sur ce concept d'exclusion immune comme fonction principale de l'IGA. Vous voyez ici un papier classique de 1975 qui démontre de manière élégante une des fonctions de l'IGA, qui est d'exercer un rôle barrière, protecteur, donc, expérience élégante qui consistait au tout début de la purification d'anticorps monoclonaux, donc sans doute peut-être le premier anticorps monoclonal qui a été utilisé dans bien des modèles, un anticorps anti-DNP, dinitrophénol, euh, avec des cellules qui produisent cet anticorps, un myélome producteur de cet anticorps monoclonal, DNP spécifique. Et cette expérience très simple, élégante, consistait à injecter dans la trachée d'un rat euh, 15 minutes avant l'expérience l'anticorps anti-DNP ou un sérum contrôle non spécifique d'un antigène particulier, et ensuite de venir avec l'aptène DNP immobilisé sur de l'albumine, marqué de manière radioactive. Donc, d'abord l'anticorps anti-DNP, ensuite le DNP lui-même, injecté dans la trachée. L'expérience consistait à mesurer au cours du temps l'apparition de coups de fluorescence, de coups de radioactivité dans le sérum de l'animal. Et vous voyez que en l'absence d'anticorps anti-DNP, on retrouve de la radioactivité dans le sérum. C'est-à-dire que le DNP HSA a traversé la barrière et se retrouve dans le sérum. En présence de l'anticorps pré-injecté au niveau luminal, vous avez une protection
un, un effet barrière, excusez-moi, j'ai passé un peu rapidement, un effet barrière qui a piégé et empêché le passage de de l'antigène. Donc c'était, euh, et sans doute peut-être encore pour euh, beaucoup de collègues, la notion qu'on a, l'IgA, c'est un anticorps qui sert à- à- qui participe à la barrière entre nous et le microbiote d'une manière générale. On va faire un saut dans le temps. Vous voyez, en 2017, une collègue de Zurich, d'abord Berne, puis Zurich et Maslach, a apporté un nouveau concept, elle, sur la régulation du, euh, du microbiote, mais toujours dans une optique on on surveille un peu les méchants, avec un nouveau concept de croissance enchaînée par l'anticorps, in-chain growth, euh, en réalisant que l'IgA, de par son côté euh, dimérique, voire même hautement multimérique, est capable d'exercer des ponts entre les bactéries qui sont en cours de division. Les bactéries se divisent rapidement et au cours de leur division sont, pendant un certain espace de temps, restent attachées entre elles avant de se détacher et d'aller se proliférer ailleurs, si je puis dire. Donc c'est ce que vous voyez à, à droite. Vous voyez des petits paquets de clones bactériens qui proviennent donc de la division de la même cellule, qui restent attachés entre eux. Alors ça arrive de manière naturelle, mais ici, ce qu'on visualise, c'est que là, d'un côté, vous avez un animal avec des IgA à droite, et de l'autre côté, vous avez un animal sans IgA. Et on voit que les IgA sont capables d'exercer des ponts entre les bactéries en cours de division et ont tendance à garder attachées les cellules qui sont en train de se diviser. Et donc ça favorise la formation de petits euh, clumps euh, qui, euh, qui sont d'une part qui, d'une part, cet effet a un effet ralentisseur de la croissance des bactéries qui poussent rapidement, et d'autre part, comme c'est montré ici, ces agrégats ont tendance à être plus facilement éliminés dans le flux digestif. Et pourquoi est-ce que c'est important? Parce que c'est un mécanisme qui explique, qui propose l'explication d'un mode de régulation de la diversité du microbiote par l'IgA. Puisque si vous suivez toutes ces présentations de la FHU, vous savez que ce qui est important du point de vue de de la santé, c'est d'avoir un microbiote diversifié qui abrite de nombreuses bactéries différentes, qui n'ont pas toutes les mêmes capacités de croissance, et surtout d'éviter la croissance d'un seul type de bactérie qui va prendre la place sur toutes les autres, avec l'exemple ultime de la colite à Clostridium perfringens, dont vous connaissez les conséquences dramatiques. Donc le but de l'IGA, si je puis dire, c'est de ralentir, de freiner un peu ceux qui auraient tendance à aller trop vite, un peu comme un radar au bord de l'autoroute euh, qui, euh, qui surveille les chauffards et empêche les problèmes liés à des individus qui voudraient prendre trop de place par rapport aux autres. Voilà, donc vous voyez, toujours ce... Donc c'est une réalité, ces mécanismes sont importants, mais on était là du côté du contrôle plutôt que de la régulation, le contrôle des bactéries potentiellement dangereuses, des pathobiontes, donc de ceux qui ont tendance à traverser ou à pousser trop vite, mais pas dans le contrôle des bactéries saprophytes innocentes. Or, c'est là le nouveau concept important, c'est que, bien sûr, on s'est rendu compte que on a besoin du système immunitaire, mais on s'en est rendu compte assez tard. Moi, en tout cas, j'ai réalisé ce genre de choses
grâce aux études de pionniers dans le domaine, comme cette personne qui travaillait sur différents modèles animaux, dont ce modèle de calamar. C'est un tout petit calamar en fait microscopique qui est un plancton euh, et dont la survie est basée sur sa capacité, est liée à sa capacité d'émettre de la lumière. C'est un plancton fluorescent euh, qui est repéré par ses prédateurs, à savoir des poissons qui sont en dessous, par son ombre projetée par rapport au soleil. Et donc le plancton, le calamar, émet de la lumière pour éviter d'être repéré grâce à son ombre projetée. Et ce que Margaret McFell-Nguyen a, a réalisé, c'est que euh, alors que le, le calamar vit dans l'eau de mer, donc absorbe en permanence de l'eau de mer, la rejette, la recrache pour bouger, etc. En fait, il n'est pas colonisé par le microbiote qu'on trouve dans l'océan, mais uniquement par une partie du microbiote qu'il a choisi de laisser greffer dans son organisme. Et notamment, l'organe émetteur de lumière est colonisé par un microbiote particulier. Et la présence de ce microbiote est importante d'un point de vue biochimique pour permettre à la bactérie, pardon, au calamar d'émettre de la lumière. Et ce, cette greffe sélective est opérée sous le contrôle du système immunitaire primitif du calamar qui possède notamment des équivalents de notre système du complément qui exerce une pression sur le système immunitaire et laisse sur le système bactérien et tolère et favorise uniquement une greffe particulière de bactéries le, euh, dont le calamar a besoin. Donc ça, c'était un exemple remarquable qui souligne pour des immunologistes comme moi, que les bactéries ne sont pas uniquement là comme une source de danger potentiel, mais représentent des partenaires importants qui sont euh, et ce partenariat est favorisé, contrôlé par le système immunitaire, qui n'est donc pas uniquement là pour se défendre contre des pathogènes potentiellement dangereux. Donc du côté humain, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'avoir des moyens euh, relativement simples d'étudier ce partenariat, cette interface immunité-microbe et mener des études où on se pose pas seulement la question de savoir si le microbiote est anormal en termes de composition dans telle ou telle situation, dans telle ou telle pathologie, mais de savoir euh, si le problème n'est pas plutôt associé à un défaut de partenariat entre notre système immunitaire et le microbiote. Et donc, on a mis au point une technologie assez simple, relativement, enfin simple en principe, qui consiste à faire de la cytométrie en flux, non pas avec des cellules qu'on regarde dans ce gros appareil qui est en bas à gauche, euh, mais avec des bactéries. Donc, on peut analyser, faire passer dans un cytomètre qui permet de compter et d'analyser la morphologie des cellules et de marquer les cellules avec des anticorps fluorescents pour les compter, pour les purifier, etc. On peut travailler avec des cellules qui sont des bactéries qui sont soit isolées, cultivées in vitro, comme on voit en haut à droite, à gauche, pardon, ou bien à partir de microbiotes complexes qui sont, dans le meilleur des cas, je dis dans le meilleur des cas parce que c'est une procédure un peu lourde, isolée dans des chambres, vous voyez cette chambre de Fretter, euh, de manière à être complètement à l'abri. Il n'y a pas d'oxygène à l'intérieur de la chambre. Ça permet d'isoler les bactéries du microbiote humain, euh, notamment les bactéries fécales qui vivent à l'abri de l'oxygène et qui sont très sensibles à l'oxygène et qui
en grande partie, vont mourir très très rapidement dès qu'on les expose à l'air. Euh, donc on peut faire purifier ces cellules du microbiote sur des gradients, comme on le fait pour le sang, des gradients des gradients de sucre particuliers, et on purifie ainsi l'ensemble du microbiote euh, humain à partir de sels. Et ensuite, ce microbiote est analysé dans ces cytomètres euh, de manière à interroger qui est reconnu par les IGA et dans quelle proportion, etc., etc. Et pour comprendre chez l'homme le rôle de l'IGA, parce que comme je vous le disais, euh, jusqu'à l'époque de ces études menées par nous, puis par beaucoup d'autres, quelques autres, en fait, le rôle de l'IGA sur le microbiote global, notamment sur tous les saprophytes, était assez mal connu, voire pas connu du tout. Et donc, nous en particulier, on a profité, si je puis dire, d'un déficit immunitaire particulier, déficit en IgA, qui constitue chez l'homme l'équivalent d'un chaos chez la souris, où on enlève vous savez, un gène particulier pour comprendre son effet chez la souris. Chez l'homme, bien entendu, on ne peut pas faire ce genre de choses, mais il y a des déficits immunitaires particuliers qui renseignent sur une fonction particulière d'un gène euh, parce il n'est plus là. Donc ça permet de désemmêler souvent des mécanismes apparemment redondants et compliqués, comme les immunologistes aiment bien les présenter, et de savoir au bout du compte quel est le rôle non remplaçable de telle ou telle molécule. Donc la question, c'était ici de voir euh, que se passe-t-il quand on enlève l'IgA chez un humain. Euh, euh, et donc, ce déficit en IgA est d'autant plus intéressant, non seulement comme modèle, mais également comme question scientifique, parce que c'est le déficit immunitaire le plus fréquent chez l'homme. Il y a une personne, un Caucasien sur 500 qui n'a pas d'IgA, sans qu'on connaisse la cause génétique, alors que c'est le déficit immunitaire le plus fréquent. Et le paradoxe euh, de cette histoire, c'est que en général, le déficit en IgA est bien toléré. Euh, Souvent quasiment asymptomatique, mais pas toujours. C'est-à-dire que il peut être également associé à des infections, une diarrhée à répétition, malabsorption, mais aussi de l'auto-immunité. Euh, donc, il y a tout un spectre, mais dans la plupart des cas, le déficit est relativement bien toléré, au moins pour un certain temps. Donc, il y a un paradoxe à comprendre, ce que je viens de vous expliquer, que l'IgA, c'est sans doute très important, on en produit beaucoup, on se donne beaucoup de mal pour en faire. Euh, mais dans certains cas, on n'a pas et les choses se passent bien. Donc, comment expliquer ce paradoxe? C'était aussi une des questions intéressantes, je trouve, qu'on a essayé d'aborder. Donc ça, c'était un travail de Joanne Fadlala, une interniste euh, qui a fait sa thèse avec nous. Elle a travaillé à mettre au point la technologie avec nous et puis aussi à établir une cohorte de patients déficitaires en IgA et déficitaires aussi en autres anticorps euh, qu'on appelle DICV en français ou CVID en anglais. C'est des patients qui ont non seulement pas d'IgA souvent, mais surtout pas d'IgG euh, et puis des contrôles sains. Donc on a récupéré du sang, des selles. euh, et du sérum pour être capable d'analyser les interactions entre notamment les anticorps et leur microbiote et la composition du microbiote. Donc là, vous avez une de ces images en haut à gauche de microbiote analysé en cytométrie de flux. Vous voyez, donc un point, c'est une cellule et on a juste ici analysé le microbiote avec un anticorps anti-IgA, donc un anticorps anti-IgA, l'anticorps anti-IgA est fluorescent. Donc ça permet de voir que avec cet anticorps fluorescent, vous voyez que certaines bactéries
sont fortement recouvertes d'IgA. Oui, là, c'est l'intensité de fluorescence de l'anticorps anti-IgA. Euh, Parce que l'anticorps anti-IgA est marqué avec un fluorochrome, et vous voyez qu'il y a dans un microbiote, ici, donc c'est des sels purifiés pour leur microbiote, c'est des cellules qui sont bactériennes, qui sont pour certaines fortement marquées, fortement opsonisées, comme on dit en immunologie, par les IgA, d'autres moyennement, et puis le reste, pas du tout ou très peu. Et grâce au cytomètre, on peut purifier, trier les cellules qui sont fortement marquées et faire un séquençage métagénomique de l'ensemble et établir un classement des bactéries les plus représentées dans cette population fortement opsonisée. Et là, notre grande surprise, c'était, donc ça date je crois, 2018, si je me souviens bien. On était assez surpris de voir qu'on s'attendait, si vous voulez, à voir dans cette population fortement marquée ce qu'on appelle les pathobiontes. Donc, on en a parlé tout à l'heure, ceux qui vont trop vite, ceux qui sont potentiellement des fauteurs de troubles. En fait, le gagnant, c'est, vous voyez, la bactérie la plus marquée dans ce carré purifié, c'est Coprococcus comes, une bactérie dont les médecins, comme moi, n'avaient jamais entendu parler jusque-là. Moi, euh, Coprococcus comes n'est pas un- une bactérie comme Escherichia coli qu'on rencontre dans certaines situations, ou Klebsiella, etc. Et oui, Escherichia coli se trouve à peu près au milieu, mais n'est pas l'exemple de la bactérie la plus fortement reconnue par les IgA. Et quand on se tourne vers les patients déficitaires en IgA et qu'on fait le même genre d'analyse et qu'on regarde euh, cette variation par rapport au microbiote que je vous ai présenté juste avant dans l'état normal, et qu'on analyse en l'absence d'IgA, les bactéries qui sont les plus augmentées à- vers la droite et les bactéries qui sont les plus diminuées vers la gauche. Euh, donc là encore, on s'attendait à voir surtout une croissance des pathobiontes potentiels. Là encore, j'ai souligné un exemple particulier du pathobionte classique Escherichia coli. Effectivement, vous voyez qu'il y a une augmentation significative. Vous avez les statistiques qui sont du côté ici, du côté gauche. Euh, en- Chez les patients déficitaires en IgA, vous avez une augmentation très significative du taux d'Escherichia coli. C'est une échelle logarithmique sur le côté. Euh, mais ce qui est surtout intéressant de noter, c'est que une bactérie fortement marquée comme Coprococcus comes, dont je vous ai parlé tout à l'heure, elle, est fortement impactée. C'est-à-dire qu'au contraire, il y a une décroissance significative de cette bactérie en l'absence d'IgA. Et que globalement, quand on fait le compte des uns et des autres, ce qu'on peut dire, c'est que euh, l'anticorps IgA euh, a plutôt tendance enfin, en l'absence d'IgA, on constate plutôt un déclin des bactéries commensales, innocentes, si je puis dire, plutôt qu'une expansion des bactéries potentiellement dangereuses. Donc ça souligne bien vous voyez, ce rôle euh, important de l'IGA. Peut-être qu'on peut représenter en bleu ici, cette dame bleue là, qui joue aussi un rôle protecteur, qui permet de- d'aider à la maintenance par différents mécanismes de différents organismes bactériens assez fragiles dans notre microbiote, et favoriser, comme je le disais, ce- ce- cette collaboration, cette persistance d'un microbiote divers et sain et fragile dont on a besoin pour fonctionner comme vous le savez maintenant. Alors, ça a permis aussi de d'essayer de répondre à d'autres questions. Euh, euh, Pourquoi est-ce que euh,
Pourquoi est-ce que ce déficit est bien toléré, mais pas toujours? J'étais en train d'hésiter parce que, en ce qui me concerne, le titre est barré par une barre de contrôle, mais j'espère que vous pouvez le voir. Euh, euh, donc comment expliquer ce paradoxe? Un anticorps qui joue un rôle si potentiellement important, mais qui pourtant n'entraîne pas immédiatement, au moins, de catastrophe euh, médicale. Bon, la raison assez simple au bout du compte, c'est que le, ce récepteur qui capte les anticorps IgA est aussi capable de capter, c'est un récepteur pour les anticorps multimériques, comme l'IgA, mais aussi l'IgM. Donc chez les sujets sains, on a euh, beaucoup d'IgA dans la lumière, il y a aussi des IgA qui sont coincés dans la couche de mucus bleu que vous voyez là. Il y a aussi beaucoup d'IgM qui sont dans la couche de mucus chez l'homme, d'une manière standard chez les sujets sains. Et en l'absence d'IgA, ce qui est transporté, parce que le PIG a une préférence pour l'IgA, donc transporte plus d'IgA que d'IgM chez le sujet qui sécrète les deux anticorps. Chez les patients déficients, à gauche, il y a essentiellement de l'IgM qui peut être encore produite, et l'IgM est capté par le récepteur et passe à travers, comme l'IgA, en proportion plus importante. Euh, on retrouve aussi plus de bactéries opsonisées par l'IgM dans les selles de ces patients. C'est ce qu'on a mesuré. Euh, donc, en fait, il y a un phénomène de compensation par l'IgM qui n'est pas parfait parce qu'on a pu mesurer que notamment l'IgM était moins efficace pour l'opsonisation des pathobiontes, comme encore une fois les protéobactéries, Escherichia coli typiquement. Mais ça explique la bonne tolérance, le caractère asymptomatique chez la plupart des sujets. Là où ça devient grave, et c'est souvent une progression chez certains patients du déficit en anticorps qui, euh, qui commence par un déficit en IgA, qui progresse vers une association avec un déficit en IgM, voire vers un DICV avec une perte des IgG. En l'absence d'IgM, les choses deviennent beaucoup plus sérieuses. Là, il y a une dérégulation, une dysbiose qui s'installe avec des conséquences vraiment gênantes pour la vie de tous les jours, malabsorption, diarrhée chronique, surinfection, etc. Voilà l'explication de ce paradoxe vraisemblable. Ensuite, la question qu'on s'est posée, c'est de savoir comment ces anticorps fonctionnaient avec plus de résolution, c'est-à-dire est-ce que une IgA reconnaît plutôt une bactérie particulière est-ce qu'elles sont spécialisées? Est-ce que, par exemple, les IgA1 font un travail de reconnaissance différent des IgA2, etc. Donc, pour répondre à la question de est-ce que c'est très euh, focalisé, le travail de l'IgA sur telle ou telle bactérie, on a produit des anticorps monoclonaux humains à partir de lymphocytes B, de plasmocytes ou de B-mémoire présents dans les muqueuses intestinales, donc ceux qui produisent au contact les anticorps qu'on retrouve dans la lumière. Donc, à partir de déchets chirurgicaux, on a extrait des lymphocytes B-mémoire et fabriqué des anticorps monoclonaux humains, IgA, pour tester leur activité. On a aussi collaboré avec des collègues en Allemagne qui avaient fabriqué des collections d'IgA monoclonales. Euh, et on a fait la même chose. On a analysé un microbiote d'un donneur ici, un donneur déficitaire en IgA, parce que je ne vous l'ai pas dit, mais aussi une des surprises, c'est que le microbiote des patients déficitaires en IgA, il est pas normal. Vous avez vu, il y a des différences, mais on retrouve un petit peu toutes les bactéries qu'on trouve euh, chez le sujet sain. C'est juste des variations de proportion de manière générale. Donc, le microbiote d'un sujet déficitaire en IgA, il est intéressant parce qu'il ne porte pas d'IgA.
Donc on est sûr que quand on vient avec un anticorps qui est au départ une IgA, qui ici c'est un IgA monoclonal, on est sûr qu'on va pouvoir étudier son interaction sans être bloqué par des IgA naturelles qui sont normalement présentes sur le microbiote. Parce on avait peur d'avoir cet effet de compétition. Donc ici, vous avez un microbiote d'un patient déficient en IgA, incubé avec un anticorps monoclonal particulier. Et on était très content de voir, vous voyez, c'est pas toujours aussi joli que ça, hein, mais ici, vous avez un monoclonal qui opsonise, qui marque une petite fraction, vous voyez, une population particulière du microbiote, toujours l'intensité de fluorescence dans ce sens-là, et qu'on peut purifier grâce au trieur, au sorteur, comme on dit en franglais, et analyser la composition des cellules bactériennes ciblées par cet anticorps particulier. Et en fait, à ce stade, on s'attendait à voir quelque chose d'assez restreint, c'est-à-dire on s'attendait, par rapport à tout ce qu'on connaît en immunologie, à ce stade de nos connaissances, on s'attendait à voir euh, quelques bactéries, peut-être une, deux, trois, ou une classe de bactéries identiques, si vous voulez, euh, des bactéries apparentées, voire même un seul clone, qui sait. Et en réalité, quand on a fait le tri, puis le séquençage pour connaître le contenu de cette sous-population, on a été assez surpris de voir que ici, vous avez des exemples sur quelques anticorps monoclonaux. Euh, Là, il y a une représentation graphique de la composition du microbiote de départ, donc de l'ensemble. Et puis ici, vous avez ce qu'on a trié à partir de ce microbiote avec l'anticorps numéro 8, le 3, le 2, etc. Et vous voyez qu'au départ, on était assez perplexe parce que, d'une part, chaque anticorps reconnaissait des choses différentes. Ça, on s'attendait un petit peu à ça. Par contre, chaque anticorps monoclonal, vous voyez, reconnaissait en fait beaucoup de bactéries différentes et tout à fait non apparentées. Vous avez là des genres différents qui sont reconnus par les mêmes monoclonaux. Et pour être honnête, on était assez surpris. Et plus que surpris, on pensait qu'en fait, les anticorps qu'on avait fabriqués reconnaissaient n'importe quoi, étaient non spécifiques, collaient à n'importe quoi. En fait, après différents contrôles, avec des anticorps non pertinents, des fragments FC pour bloquer les récepteurs qui peuvent attraper de manière non spécifique les anticorps, on a, on a dû se rendre compte que euh, ces anticorps interagissaient de manière fab spécifique, c'est-à-dire avec leurs parties variables. Et ce résultat-là a été confirmé chez la souris par d'autres, par le groupe de Ben Delac, qui travaille à New York, qui est malheureusement disparu l'année dernière, qui a montré que chez la souris, on avait le même profil. Et il y a aussi ça a été confirmé de différentes manières depuis, par nous également. Euh, de manière étonnante, ces anticorps monoclonaux sont mutés, c'est-à-dire qu'ils ont, vous savez, ces mutations somatiques qui apparaissent au cours de la différenciation des anticorps, qui leur permettent de devenir de plus en plus affins. C'est le processus qui est bien connu maintenant depuis de nombreuses années. Vous savez, quand on vous fait un vaccin, vous faites d'abord des IgM, et puis on vous fait un rappel, et puis là, il y a ce qu'on appelle une commutation de classe, c'est-à-dire que les mêmes cellules font de l'IgG à la place de l'IgM en gardant la même spécificité. Et puis elles prolifèrent et font des mutations. Et parmi ces mutants qui ont donc incorporé des mutations somatiques un peu au hasard dans les parties variables, euh, on choisit l'antigène lui-même favorise la prolifération des meilleurs mutants qui prolifèrent en réponse à l'antigène, au vaccin par exemple. Donc les mutations somatiques, c'est typique des anticorps qui deviennent de plus en plus affins, de plus en plus sélectifs, euh, qu'on rencontre donc après la vaccination, au décours d'une infection virale, etc.
Donc il y a un concept de maturation somatique des anticorps par maturation d'affinité par mutation somatique des anticorps qui permet d'augmenter la sélectivité, la spécificité vers un antigène particulier. Ici, ce qu'on voit, c'est donc un concept nouveau qui est apparu pour les IgA, c'est que ces anticorps, eux aussi, font cette longue route de maturation d'affinité, mais en, en- par acquisition de mutations somatiques, au contraire, ils deviennent polyréactifs. C'est-à-dire qu'ils sont capables de reconnaître plusieurs bactéries, et que, en général, pas toujours, quand on enlève les mutations somatiques d'un anticorps, il perd cette capacité à reconnaître différentes bactéries qui ne se ressemblent pas. Donc il y a sans doute une maturation d'affinité vers des molécules qui sont partagées par, par différentes bactéries qui appartiennent à des classes différentes. Ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau et que nous a apporté ce genre d'études. Si vous avez une belle image un autre type cellulaire, en fait, ce qui est à l'image, euh, c'est une levure. C'est du Saccharomyces cerevisiae. Donc, vous avez la levure du boulanger, qui est un hôte passager aussi de notre microbiote. Quand vous mangez du pain ou de la bière, vous avez un passage de Saccharomyces euh, dans, dans l'intestin de manière transitoire. Ce n'est pas quelque chose qui greffe. Il y a d'autres levures qui persistent, notamment Candida qui peut persister, Candida albicans. Et donc, on s'est aussi posé la question voilà, on continue à travailler là-dessus. Je vous ai parlé des bactéries. Qu'en est-il du contrôle du mycobiote par les IgA? Et qu'en sera-t-il aussi d'études en cours du contrôle du virome bactérien, des virus de bactéries qui passent d'une bactérie à l'autre, éventuellement par les IgA. Donc là encore, on s'est posé la question de savoir si chez les patients déficitaires en IgA, on pouvait déduire un impact particulier de l'IgA sur le mycobiote. Ça, c'est le travail d'Alicia Moreno qui a déjà présenté dans le cadre de ces journées, je crois. Euh, Alicia a montré que, en fait, chez les patients déficitaires en IgA, on voit une augmentation dans le microbiote de Candida albicans. Euh, Là encore, euh, alors qu'il existe chez le sujet sain une opsoninisation, un marquage des candidats par les IgA, euh, il y a une compensation par l'IgM. C'est un peu, vous voyez, les mêmes configurations qu'au niveau bactérien. Euh, mais ce contrôle n'est pas parfait puisqu'il y a un peu trop de candidats dans le microbiote. Et puis, euh, le mécanisme, euh, la pression qui est exercée sur Candida par l'anticorps est sans doute au niveau de la filamentation, parce que Candida est une levure qui peut faire des filaments qui vont pénétrer dans les cellules à travers des tunnels en fait qui sont, euh, qui sont, qui sont creusés d'une manière, si on peut dire, par Candida. Et le côté pathologique de, de cette levure est lié à sa capacité à filamenter, à faire ces grandes extensions. Et dans des tests in vitro, on peut montrer que les IgA purifiés, par exemple du lait maternel, mis en présence de candidats, favorisent le maintien sous cette forme cellulaire, alors qu'en l'absence d'IgA, on a in vitro une filamentation accrue et aussi plus d'adhésion à un épithélium et globalement plus de pénétration de ces formes filamenteuses euh, à travers les cellules épithéliales. Vous voyez donc
euh, un effet un peu inattendu de l'IGA, sans doute là, qui joue un rôle indirect au niveau de la... Parce que je dois reconnaître, si je puis dire, que le déficit en IGA n'est pas particulièrement lié chez l'être humain à des problèmes euh, d'infection grave par Candida albicans. Au contraire, on sait que ce qui nous protège, l'élément central dans la protection contre Candida albicans, c'est plutôt les lymphocytes T, notamment les lymphocytes T, TH17, qui sont eux aussi, qui habitent près des, euh, euh, des muqueuses et qui jouent un rôle barrière important en stimulant les cellules épithéliales. Mais, il y a de plus en plus, ah ben je vois que tu arrives, parce que ça tombe très très bien, parce que je suis arrivé au bout de mon exposé, je crois. Le, mais voilà, je termine là-dessus. Euh, euh, L'IGA joue à la fois un rôle direct, comme on l'a vu, sur la régulation du microbiote, et des effets aussi sur certains d'autres microbes, comme mais il joue aussi un rôle de pont, c'est-à-dire que ce côté opsonisant va être très très important. Et il y a des publications récentes là-dessus pour euh, réguler le passage de complexes à travers la muqueuse de manière à présenter aux cellules qui sont en dessous ces complexes, notamment aux lymphocytes T régulateurs et aussi aux lymphocytes TH17. Donc c'est sans doute de cette manière-là que euh, on peut expliquer ces variations du taux de candidats chez ces sujets qui pourtant ne sont pas spécialement à risque de faire des candidoses graves. Voilà, j'ai terminé. Je vous remercie. Merci beaucoup, Guy. Oui, on est réapparu pour avoir encore quelques minutes avec les participants pour les questions et les réponses. Donc, bah, merci beaucoup parce que c'est vraiment fascinant ce monde-là d'interaction, de l'immunité adaptative, mais un petit peu immunité innée quand même parce qu'il se passe des choses un peu immédiates et du microbiote, du mycobiote peut-être, du, 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 du virome. Alors peut-être pour commencer, moi j'avais été aussi fasciné par les travaux de Judith Chokri que tu dois connaître et qui étaient un peu dans le même sens où elle avait pu euh, trier ainsi des bactéries associées aux IgA et puis montrer que celles qui étaient associées aux IgA bah, protégeaient finalement d'une colite induite au TNBS, les souris exposées à cet agent chimique. Et donc moi j'avais deux questions. Un, les motifs. Ah oui, il y a le sondage, allez-y, hein, répondez. Les motifs reconnus par l'IGA sur la bactérie, est-ce qu'ils sont connus? Est-ce qu'il y a une mutation? Est-ce que ça... Tu nous as parlé des mutations, enfin des modifications des IGA. Est-ce que ça concerne ces motifs de reconnaissance de ces bactéries? Déjà, première question. Et deuxième question, est-ce que le fait d'avoir des bactéries qui s'associent à des IGA qui s'associent à des bactéries n'est pas le témoin qui s'est passé dans les premiers instants de vie, aux premiers mois de vie, les premiers moments de la vie, une interaction avec des micro-organismes qui sont importants et qui vont déclencher la présence de ces IGA spécifiques des commensaux. Oui, alors C'est une c'est... question difficile. Non, 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 Ah, c'est la question, c'est la question. ah, C'est la bonne question. ah. Euh, donc, euh, et pour répondre, donc clairement, il y a déjà des ligands qui sont connus. J'étais un petit peu long là apparemment, donc j'en ai pas parlé, mais dans le papier sur avec les anticorps monoclonaux, on a utilisé des puces à glycans euh, parce que le coupable attendu, la cible attendue qui serait partagée, c'est plutôt des molécules, parce que c'est encore mal connu, sans doute c'est difficile à définir. euh, Typiquement, des lipopolysaccharides, enfin, Hmm, des glycans plus ou moins complexes. d'accord. Et, et nous, on a pu montrer que les monoclonaux qu'on utilisait avaient des préférences pour certains glycans. Euh, Ok. et tout récemment, il y a un papier
Diane Matisse et Christophe Benoît, que je t'invite à regarder, qui est publié dans Cell, là, qui vient juste de sortir, qui répond exactement, enfin, qui propose une solution à la question que tu poses, c'est-à-dire qu'il montre qu'il y a un transfert vertical de certaines caractéristiques du microbiote, pardon, et de l'équilibre entre lymphocytes T régulateurs et microbiote qui est transmis de la mère à l'enfant, Mm. un trait dans les proportions d'équilibre entre Treg mucosal et équilibre absence de dysbiose ou pas, qui est transmis à l'enfant de manière verticale Mm. grâce aux IGA. C'est-à-dire que la stimulation de cette sous-population particulière de Treg est hautement contrôlée par certaines bactéries opsonisées par les IgA, électivement. Donc, en l'absence d'IgA, il y a eu un défaut de contrôle de ces cellules dans ce modèle de souris, des cellules Treg du tube digestif. Et donc, ça explique et cet effet-là est transféré de manière verticale de la mère à l'enfant et ça passe par les IgA, puisque c'est un mécanisme d'opsonisation de l'IgA par les non, pardon, Des bactéries dépolymérés par par les les IgA. IgA. Mm. Euh, Ok. à ça que je faisais allusion en terminant sur les candidats parce que pour dire que l'IGA sans doute ne joue pas un rôle direct dans ce cas-là, mais de par ses capacités d'opsonisation et le côté sélectif de reconnaissance des complexes antigènes, anticorps, bactéries, anticorps, a des effets plus bas sur des cellules de l'immunité innée notamment et là plutôt des macrophages ou des cellules Mm. monocytaires. Il y a une question justement sur les cellules dendritiques. Euh, donc Ouais. Béatrice qui nous dit, d'abord qui te remercie pour la présentation, et nous demande si on pense que les IgA sont impliqués bon, de plus en plus dans les cellules dendritiques, dans la voie entéromammaire. Alors est-ce que justement cette transmission verticale, elle ne viendrait pas du passage d'IgA de la mère à l'enfant par l'allaitement, enfin je ne sais pas. Oui, C'est alors, une des ça questions. aussi, alors c'est le grand sujet, alors notamment là encore, il y a un papier qui vient de sortir hier, je crois, dans Science Immunology, qui est la suite dans la sclérose en plaques de toutes ces études de composition du microbiote anormal, et puis beaucoup de modèles de souris, et puis aussi des preuves chez l'homme qu'on retrouve des IgA. Euh, alors déjà, on sait que, bien évidemment, les lymphocytes B qui sont présents dans le tube digestif sont capables de coloniser la glande mammaire. Donc c'est les lymphocytes B qui y vont, hein, Mm. donc ça explique cette possibilité de transfert vertical des effets de l'IGA de la mère à l'enfant. Mm. Mais il y a aussi un passage de lymphocyte B depuis le tube digestif jusqu'au cerveau. Et on retrouve, et dans la sclérose en plaques récemment, ce qui est proposé, c'est que les anticorps qu'on trouve dans le tube digestif peuvent être retrouvés également dans la, dans le liquide céphalorachidien. Et là, on aurait affaire à des lymphocytes B producteurs d'interleukine 10, donc qui pourraient être plutôt des lymphocytes régulateurs. Mm. Alors, tout ça, c'est un peu une histoire construite, hein, parce que c'est vrai qu'il y a des anticorps qui passent que c'est une fonction du répertoire d'anticorps IgA en général. Quand on a un anticorps, une IgA quelque part, on en a un peu partout, parce que les lymphocytes vont coloniser tout le tube digestif, vont passer dans les glandes mammaires, vont aller jusque dans le cerveau. Donc ça, c'est des choses qui sont connues. Et donc le concept, c'est que le microbiote, une bonne relation entre système immunitaire et microbiote pourrait favoriser la différenciation de lymphocytes B régulateurs. Et en s'appuyant sur les connaissances médicales,
surprenante, vous savez, des dernières années, là encore, alors que tout le monde dit que, enfin, on a été éduqué comme ça, je pense toi aussi, que la sclérose en plaques, c'est une maladie du lymphocyte T. Pourquoi? Parce qu'il y avait des modèles de souris EAE qui marchent avec des lymphocytes T. Et en fait, il y a des patients qui sont traités par le rituximab qui tue Mm. le lymphocyte B. Néanmoins, on n'a jamais pu trouver, alors qu'il y a énormément d'équipes qui ont fabriqué des monoclonaux à partir du cerveau de patients, du LCR, de patients décédés ou de LCR, on n'a jamais pu trouver vraiment être clair sur une reconnaissance particulière des anticorps et puis surtout sur un rôle pathogénique des anticorps dans cette maladie-là. Donc, par contre, les patients sont améliorés pour certains par la déplétion en lymphocyte B. Et donc, on oublie que les lymphocytes B ont Bon, voilà. un autre rôle que de Mm. produire des anticorps. Notamment, il y aurait des lymphocytes B régulateurs, même si c'est un champ encore un petit peu nouveau, discuté, notamment via leur capacité à sécréter de l'interleukine 10. Et puis aussi, c'est des cellules qui présentent antigènes. Donc, en tout cas, on les retrouve dans différents endroits et sous différentes formes, euh, sécréteurs d'anticorps potentiellement pathogéniques, voire et régulateurs d'un point de vue cellulaire. Ok. Nathalie, des questions? Oui, Encore, je moi crois. je voulais juste rebondir rapidement parce que je pense qu'il est déjà un petit peu tard et qu'on poursuivra les questions lors de la séance de questions-réponses du 14 mai. Le transfert, je voulais revenir sur la notion de transfert vertical du microbiote de la mère à l'enfant. Il y a la notion d'IGA au niveau du liquide amniotique. Est-ce que ce transfert pourrait être drivé par cette voie-là? Alors, je ne parlais pas d'un transfert de microbiote, hein. C'est un transfert d'IGA. Non, mais de sensibilisation justement pour l'implantation, secondairement, la préparation finalement du tractus à l'implantation du microbiote. C'est plutôt dans ce sens-là que je posais la question. Oui, ça d'une manière générale. Donc, oui, ça va influer là-dessus. Les IGA sont importantes pour la prise de greffe et la régulation du microbiote de l'enfant et sa diversification, tous les rôles dont on a parlé. Et donc, le répertoire particulier de la mère va influer sur la composition microbienne de l'enfant. Oui, c'est ça. Et plus que sur la composition microbienne, va avoir un impact sur le profil régulateur ou susceptible à l'auto-immunité de l'enfant par un, donc une transmission non génétique de caractère immunologique et de risque médical. Donc non seulement la composition, mais le profil immunologique et le risque médical associé, d'une manière non génétique. C'est Donc ça c'est le... vraiment un nouveau paradigme Oui, qui complètement. est en train de Mm. s'ouvrir avec des approches qui sont extrêmement novatrices, intéressantes. Mm. Mais en même temps, c'est vraiment, c'est le chaînon manquant parce qu'on sait tous que la génétique n'explique pas tout. Donc, il y a l'alimentation, la pollution, l'habitus. Mais voilà, il y a aussi ça, l'épigénétique et là, en l'occurrence, une pression de transmission verticale immunologique Mm. euh, qui est sans- Sans doute importante, ça nous étonne quand on le lit la première fois, mais on se dit, mais oui, bien sûr, c'est... évidemment. Il faut qu'on change notre point de vue. C'est ça qui est important. Donc, il reste quelques questions, mais je propose effectivement qu'on se retrouve le 14 Je crois que c'est le 14 mai. mai Ah bon? pour Mina va nous mettre la diapositive pour la séance de questions-réponses avec tous les orateurs de ce beau printemps. Il va se poursuivre la semaine prochaine avec une conférence de Joël Doré sur quoi de neuf sur le microbiote. Donc, je pense que peut-être ça abordera aussi les questions qu'on a pu se poser aujourd'hui, qui étaient absolument fascinants. Vraiment pour moi, fascinant. Et voilà. Et ensuite, on se retrouvera un peu plus tard, euh, donc le 14 mai, pour la session spéciale questions-réponses avec tous les orateurs. Guy, j'espère que tu seras là. Nous, on sera là pour l'animer. Et c'est souvent super parce qu'on on peut vraiment
compléter les premiers topos et puis poser des questions qui n'ont pas pu être posées par manque de temps. Il est déjà 14h01. On voulait te remercier, Guy, vraiment pour cette très très belle présentation didactique et qui ouvre vraiment des nouveaux concepts totalement pour nous. Et puis, Nathalie, merci aussi hein, pour la co-animation. Merci Nina pour la technique et le reste. Et on se retrouve la semaine prochaine. À Un grand bientôt. merci à tous et n'oubliez pas, si vous avez des questions complémentaires, de nous les adresser, ce qui permettra justement d'animer la discussion le 14 mai en espérant qu'on aura le temps de tout traiter. Oui, c'est ça. À bientôt. C'est bien de faire Au ainsi. revoir à À tous. bientôt. Au revoir.